Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir et bienvenue en cette fin de semaine dans la libre antenne pour y déposer vos bagages, parfois trop lourds à porter pour vous seul, pour faire une halte et prendre un peu de repos loin de vos ruminations quotidiennes, pour recharger vos batteries en vous sentant moins seul au monde à vivre dans le tumulte émotionnel, pour vous sentir relié à des êtres que vous ne connaissez pas mais dont les voix ne parlent rien qu'à vous, pour vous préparer à la détente et à la paix du week-end, pour réparer le monde en vous. Pour toutes ces bonnes raisons, mais aussi celles qui vous sont particulières et que vous abritez dans le secret de votre âme. Alors partons, si vous le voulez bien, à l'aventure, ensemble, pendant 2 heures, où nous attendent des paysages insoupçonnés de l'âme humaine, sans rien en attendre d'autre que ce sentiment vertigineux de l'inconnu qui s'ouvre en nous et avec une seule espérance, celle de nous faire du bien, de passer un moment agréable et de nous rapprocher au plus près de notre nature profonde. Ne rien imposer, ni s'imposer, mais accueillir, tout simplement. Alors ici, nous vous accueillons au 3921. Quentin et Corentin reçoivent vos appels au 3921. Vous pouvez aussi réagir par SMS à ce que vous entendez à l'antenne en composant le 7 39 21 précédé du mot nuit ou envoyer un message sur europe1.fr. Et puis, je vous signale que demain, enfin à minuit, ce sera le 1er avril. Alors, j'ai une petite surprise pour vous. Elle sera pas à minuit, mais elle sera dans l'émission de demain soir. Poisson d'avril, version libre antenne, bien évidemment. Donc, une surprise tout à fait heureuse, réjouissante et bienveillante. Allez, c'est Andrés Papazian qui réalise cette émission. Moi, je vous écoute et je vous réponds. 39 21, l'antenne est à vous. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de me prendre à l'antenne parce que je suis très très stressée. Donc je sais pas trop par où commencer. Oui. Qu'est-ce qui est la source de ce stress? C'est qu'en fait ma mère a la maladie d'Alzheimer depuis 3-4 ans. Oui. Et en fait, j'ai toute ma famille qui depuis qu'on a pris cette maladie me tombe dessus, me culpabilise parce que je me suis pas occupée d'elle comme j'aurais dû. Alors c'est vrai que ma mère habite pas en France, elle habite à l'étranger. Oui. Et que moi, ma situation, si vous voulez, j'ai pas de travail, j'habite dans un tout petit studio, j'ai eu des problèmes, je continue d'en avoir des problèmes de santé, enfin, il y a plusieurs paramètres qui font que j'ai pas pu me rendre, moi, sur place. Vous avez pas la ressource, oui. Voilà, pour monter un dossier, pour une assistante sociale, ou être, l'accompagner. Bon, elle était pas elle était chez elle, mais elle avait une aide à domicile qui venait, elle n'était pas toute seule. Oui. Voilà, donc en fait, surtout ma tante, la sœur de ma mère, qui me fait passer pour la mauvaise fille. J'avais envie de vous dire pourquoi elle s'en occupe pas, elle, de sa sœur. Qui s'en occupe aujourd'hui de votre maman? Maintenant, elle vient de rentrer dans un EHPAD. Dans un EHPAD? Donc c'est à l'étranger? Oui. Dans un pays d'Europe? Oui. Oui. Et qui y a autour d'elle? C'est-à-dire, est-ce que sa sœur habite dans ce pays-là? Il y a d'autres membres de... Oui. Alors, sa sœur, elle habite à 10-15 kilomètres. D'accord, la fameuse tante en question. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, faut savoir que pour Noël, elle l'a quand même laissé ma mère toute seule, au lieu de la prendre chez elle pour fêter Noël. Enfin, ça, c'est un petit aparté. Et puis, avant qu'elle rentre dans
cet EHPAD. Bon, elle venait la voir tous les dimanches. Et puis c'est tout. De temps en temps, c'est vrai qu'elle l'a accompagnée chez le médecin avec l'aide à domicile, parce que l'aide à domicile, c'est une amie à elle. Donc, elle s'est, on va dire, occupée de un peu ce qui était des dossiers médicaux. Des fois, l'accompagner, ou des fois, voilà, elle pouvait pas. C'était l'aide à domicile. Et vous avez des frères et sœurs ? Non, je suis toute seule. Vous êtes toute seule. Et en fait, cette tante qui vous dit qu'il vous culpabilise, elle connaît votre situation ? Ah oui, mais elle dit que c'est... Voilà, c'est... comment tu peux lui faire ça après tout ce qu'elle a fait pour toi elle ne tient absolument pas compte de votre situation actuelle. Non. Et vous lui répondez quoi quand elle a ce genre de propos très culpabilisants envers vous ? Ah ben je lui dis que voilà, que moi j'ai... Enfin déjà ça date de 3 ans, à peu près 3-4 ans, puisque depuis on ne s'est pas parlé, on est restés fâchés. Donc moi je lui ai dit moi j'ai pas la santé, j'ai pas de travail. Quand j'en avais très peu. J'ai ma fille, bien qu'elle ait 20 ans, elle vit avec moi. Donc elle me sort des choses toutes faites en disant ta fille elle a qu'à aller vivre chez son père et puis toi tu viens ici, tu t'occupes de ta mère, comme n'importe quelle fille le ferait, tu es responsable de ta mère, c'est à toi de trouver des solutions. Voilà. Ouais, en fait, elle vous en veut de la responsabilité qu'elle a à tenir, puisque c'est elle la plus proche, en fait. Elle prend pas sa responsabilité en faisant ça avec vous. Parce qu'elle aussi, elle en a une, c'est sa sœur. Vous êtes la fille, mais c'est sa sœur. Il y en a pas une qui a plus de responsabilité que l'autre. On fait avec les moyens qu'on a dans une vie. Et vous, manifestement, vous n'avez pas ni les ressources financières, ni physiques, ni de santé, à ce que je comprends, pour être auprès de votre maman. Alors, là, vous parlez plus, donc vous n'avez plus de nouvelles de votre maman, parce que c'est par elle que vous aviez de nouvelles, ou vous avez un contact avec l'EHPAD en direct ? C'est-à-dire que, non, alors jusqu'à présent, j'appelais maman quand même régulièrement chez elle, puisque jusqu'à mardi dernier, elle était chez elle. D'accord. Donc, comme elle me reconnaît encore un petit peu, puis elle reconnaît ma voix, des fois, elle faisait appeler par l'aide à domicile parce qu'elle n'arrivait plus à faire mon numéro, ou bien c'était moi qui l'appelais. Donc, on se parlait comme ça. Et maintenant qu'elle est en EHPAD, je l'appelle moi en EHPAD. Voilà. Vous l'appelez en EHPAD. Et elle vous reconnaît ? Oui, elle sait que c'est moi, oui. Oui. Et comment elle est quand vous l'appelez ? Comment elle vous accueille ? Elle est contente de vous entendre ? Elle vous parle volontiers ? Oui, elle me demande comment ça va, comment mes enfants vont. D'accord. Elle a quand même conscience encore qu'elle a 2 petits-enfants. Voilà, donc... Et vous êtes en contact avec le personnel pour avoir des nouvelles ? Ils vous tiennent au courant ? Oui, donc vous voyez bien, Sylvie, que vous faites avec le contexte que vous avez personnel, tout en étant très présente par ailleurs. Oui, mais pour elle, ça ne suffit pour pas. L'attente, En fait, pour elle, j'aurais dû tout lâcher ici, puisqu'elle m'a dit, ta fille, elle a qu'à aller vivre chez son père, et puis toi, tu viens ici, tu t'occupes de ta mère. Mais Sylvie, c'est son opinion. Vous êtes d'accord que c'est son opinion ? Oui. Donc c'est un jugement qu'elle a, c'est la façon qu'elle a de juger la situation. D'ailleurs, depuis elle, sa situation, parce que sans doute que ça lui va pas totalement de devoir prendre cette responsabilité. Donc c'est mêlé aussi de sa part sans doute un peu de colère contre vous. La question qui se pose, c'est de bien être vous en lien avec ce que vous vivez, et vous savez, vous, que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc c'est vous détacher du regard de cette tante qui a peut-être d'ailleurs joué aussi un rôle dans votre passé, parce que cette tante on pourrait imaginer une tante plus généreuse, plus bénéfique, qui dirait écoute, je vois que tu as du mal, est-ce que tu veux que je te paye le billet pour venir, est-ce que tu peux venir la voir, je t'héberge quelques jours. Elle vous a déjà proposé ce genre de choses ? Non. Une fois elle m'a dit, alors sachant que maman elle a une toute petite retraite parce qu'elle n'a pas beaucoup travaillé, donc elle a vraiment une retraite minimale.
Elle me dit oh ben sinon, tu viens, ta mère te paye le billet et tu viens. Oui, mais les ressources de votre maman servent, j'imagine, à financer l'EHPAD. Oui, alors entre autres parce que en fait, finalement, ils ont réussi à monter un dossier par le biais de l'assistante sociale, et en fait, l'État de ce pays paye une prise en charge. Voilà, une prise. Ce que paye pas ma mère, le paye l'État. C'est pris en charge. Oui. Et Sylvie, qu'est-ce qui vous aiderait à ne pas vous sentir coupable? Parce que cette culpabilité, elle dit que vous pourriez faire autrement. Or, en fait, donc vous écoutez cette tante et vous vous dites, en fait, je me sens coupable parce que une part de ce qu'elle dit, elle a raison, puisqu'en fait, je pourrais faire autrement. Et en même temps, vous savez aussi que vous ne pouvez pas faire autrement. Oui. Donc, comment vous arbitrez à l'intérieur de vous? Parce que si vous laissez de la place à l'idée que vous pourriez organiser votre vie autrement, oui, alors dans ce cas-là, vous allez l'écouter et vous sentir coupable. Mais vous ne tenez plus compte de vous. Oui. Ben oui. Oui, mais ce qui me fait du mal, c'est que elle m'a dit des paroles blessantes. Oui. Ensuite, moi, évidemment, j'en ai parlé à mes enfants, et mes enfants restent en retrait de ça, c'est-à-dire qu'ils me soutiennent pas du tout. On y est allé en octobre, parce qu'en octobre, donc, je suis allée voir ma mère avec mes enfants, et on n'a pas vu donc ma tante, ni mon oncle, ni mes cousins. Et mes enfants sont restés dans l'envie, j'allais dire, de voir leurs cousins. Parce Est-ce que vous voyez avant, dans le temps? Oui. Ouais. Et ils vous en veulent un peu, vos enfants, du coup? Ils ont l'impression que c'est à cause de vous qu'il y a une brouille? C'est-à-dire qu'ils tiennent pas compte. Enfin, moi, je leur ai dit tout ce que ma tante m'avait dit et tout ça, et ils tiennent pas compte, du fait que ça me fait mal et que ça me soutient pas du tout. Il y a peu de temps, je disais à mon fils, on va y aller pour Noël et on ira voir mamie pour Noël. Bon, et puis mon fils me dit oui, mais on ira voir les cousins, puis on amènera du champagne. Moi, je suis pas du tout d'accord, et puis ça me fait souffrir parce que je me dis ils me soutiennent pas, quoi. On peut dire n'importe quelle insanité à sa mère, mais il n'y a pas de soutien derrière, quoi. Non, on fait des grandes accolades et on veut boire le champagne. Oui, mais attention Sylvie, parce que ils ont un lien avec leurs cousins que vous n'avez pas. C'est la même génération, ils ont des souvenirs d'enfance, ils les aiment beaucoup, ils ont envie de les voir. Donc c'est pas contre vous qu'ils ont cette réaction, c'est pas qu'ils ne veulent pas vous soutenir ou qu'ils veulent vous faire du mal ou qu'ils tiennent pas compte de leur douleur, mais eux ils sont centrés sur leurs besoins et sur d'abord ce besoin de fratrie et de retrouver une famille unie. Donc ils n'ont pas tellement envie de rentrer dans ce débat et dans votre dispute, parce que sans doute qu'ils estiment que c'est pas leur histoire. Et en partie, c'est vrai que c'est pas complètement leur histoire. Donc, je dis en partie, ça l'est parce que ce sont vos enfants. Et comme il y a une histoire, il y a un conflit entre vous et votre tante, un conflit pour eux, ils n'ont pas envie de le porter. Donc, de vous écouter là-dedans. Et c'est pas le fait de pas vouloir vous soutenir. Donc, ce qui signifie, parce que ils ont quel âge vos enfants? 30 ans et 22 ans. Vous vous rendez compte, votre fils il a 30 ans? Oui. À 30 ans et 22 ans, on a largement, en plus avec les moyens de communication aujourd'hui, de quoi prendre contact en direct avec les cousins et de s'organiser. Et pourquoi ils le font pas? Je sais pas, c'est-à-dire s'organiser... s'ils avaient envie de les voir à Noël et de sabler le champagne, à ce moment-là, vous leur disiez, écoutez, pas de souci, contactez vos cousins et organisez-vous. Et peut-être je viendrai. Mais ça, on va en discuter après d'autres relations avec votre tante. Mais là, quand vos enfants, vous avez l'impression qu'ils vous culpabilisent, ce serait à vous d'organiser ça et de le décider. Ils sont complètement en âge de l'organiser et de le décider. Il travaille, votre fils? Oui. Bon, voilà. Donc s'il a envie de voir ses cousins, 30 ans, c'est un grand garçon, il peut les voir, ses cousins. Il n'a même pas besoin de l'autorisation de sa mère, ni que sa mère et sa tante s'entendent pour voir les cousins. Les cousins, si ça se trouve, ont le même âge.
Oui, ils ont le même âge, Bah mais oui. le problème, c'est qu'ils vivent là-bas. Et alors, ils peuvent y aller. Il travaille, il peut y aller. Il peut aller voir sa grand-mère et ses cousins, lui. Il a 30 ans. Ah oui, mais il ira pas. Si moi j'y vais pas, il ira pas. Pourquoi ? Parce que il a déjà en octobre là, il a fallu que j'anticipe vraiment et que je dise voilà, il faut qu'on aille voir mamie, que je mette un peu là. D'accord, mais s'il a tellement envie s'ils ont tous les deux tellement envie de voir leur cousin, parce que là, Sylvie, tellement envie, je dirais pas ça. non, mais il passe une année sans les appeler, sans se parler par les réseaux sociaux. Oui, mais ils sont restés comme des enfants vis-à-vis de la famille et vis-à-vis de vous, alors que ce sont maintenant des jeunes adultes qui attendent que maman organise la rencontre et c'est à maman d'organiser ça. Ben non, plus maintenant. S'ils ont envie de les voir, ils peuvent les voir. Et c'est la réponse que vous pouviez éventuellement leur faire, en tout cas que vous pourrez leur faire maintenant à l'avenir, en leur disant, pas de souci, moi je comprends très bien que vous ayez envie de voir vos cousins, allez-y, contactez-les. Quant à vous et votre relation avec votre tante, c'est important qu'on en parle, Sylvie, parce que d'abord, bien sûr que ça vous crée du stress et que vous lui en voulez de tout ce qu'elle a dit. Si vous prenez un tout petit peu de recul dans cette histoire, à un moment donné, quand on veut que les choses se passent bien et qu'on a envie de faire un peu la paix, tout ça, tout ce qui se passe là, c'est un peu de l'ego. Or, dans une famille, il y a des liens d'amour, malgré tous les noms d'oiseaux qu'on peut s'envoyer sur le plan de l'inconscient, de l'univers, des âmes entre elles, il y a de l'amour. Et c'est important que vous puissiez le comprendre parce que vous faites plus de mal aujourd'hui dans la rancœur que si, et ça c'est à vous de voir, que si vous faites un pas à ce genre d'occasion-là, quand vous y êtes avec vos enfants et qu'il y a les cousins, donc une famille un peu plus élargie, en disant écoute, et dites-lui, voilà, j'ai pas apprécié, ça me reste sur le cœur ce que tu m'as dit, j'ai été très très blessée par tes propos. Voilà, ça m'a fait très mal. Et ma maman, est maintenant placée dans un établissement et je souhaite garder des liens avec la famille. Après, vous verrez si elle a cette capacité aussi de vous tendre une main. Mais si vous le faites en parlant de vous, en parlant de ce qu'elle vous a fait, mais en parlant de ce que ça vous a fait à vous, ce qu'elle vous a dit. Ouais. Ouais, quand on y est allé au mois d'octobre, là, j'ai parlé à l'aide à domicile, c'est son amie d'enfance, en fait. Oui, donc très je bien. suis passée par elle. Oui. Et je lui ai dit, écoute, nous, on va venir de telle date à telle date, pour tant de temps. Oui. Moi, je vais faire un pas vers elle, c'est-à-dire je te demande de lui dire, si elle a des choses à me dire et si elle s'excuse et qu'elle me demande pardon pour tout ce qu'elle m'a dit, j'accepterai de la revoir. Dans le cas contraire, pendant qu'on sera là-bas, moi je ne veux pas la voir. Et elle a pris sa décision. C'est la décision qui est de ne pas me demander pardon, de ne pas s'excuser pour ce qu'elle avait dit. Et donc je ne l'ai pas vue de 10 jours. Je lui ai dit écoute, elle a pris sa décision, je la respecte. Voilà. Oui, mais là vous ne venez pas en proposant quelque chose, vous venez en demandant des excuses. Et vous êtes offensé. Et donc vous demandez à être excusé. Mais ça c'est pour laver ce que vous avez subi en fait, pour laver les insultes, les mots méchants que vous avez reçus. C'est rien que pour vous. Mais ça, du coup vous lui demandez un effort sur quelque chose qu'elle n'assume pas manifestement, parce que ce qu'elle a dit, elle l'a dit. Alors est-ce qu'elle a dit dans un moment de colère ou pas? En tout cas, elle pensait certaines choses par rapport à sa situation à elle. Et elle peut-être d'ailleurs même ne sent pas réellement l'offense. Tant que vous ne venez pas parler de vous, de ce que ça vous fait à vous. C'est-à-dire que au lieu de dire j'attends des excuses pour reprendre le lien, ce que vous n'obtiendrez pas parce que là la relation est trop tendue, c'est qu'est-ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez réellement, si votre intention réelle, c'est que la relation reprenne, puisque là elle est coupée, si vraiment c'est votre intention, alors c'est pas en lui demandant des excuses que la relation peut reprendre. C'est en allant soit lui écrire, soit la voir et en lui parlant.
de la tristesse et de l'état de stress. Vous avez commencé comme ça, dans lequel ça vous met, pour lui dire, voilà, moi j'ai pas envie de vivre ce conflit-là, je voudrais qu'on puisse se parler. On a quelqu'un toutes les deux qui nous est cher, toi ta sœur, moi ma mère. J'ai des conditions de vie qui sont difficiles, tu ne veux pas les entendre, et ça j'ai compris. Mais au minimum, je te demande de ne plus chercher à me culpabiliser et qu'on puisse reprendre des relations saines entre nous. Voilà, c'est vous qui allez faire une demande. Comment étaient vos relations avec elle avant cet épisode, avant que votre maman soit dépendante? Très bonne, hein. Ah. Jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Très bonne. Donc il y avait beaucoup d'affection alors. Elle était importante pour vous, cette tante. Ah ben oui, puisque chaque fois qu'on allait là-bas, on se voyait, Passiez des bons moments. Oui. Oui, donc c'est pour ça que c'est d'autant plus douloureux. Bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire. Mais oui. Voilà, moi c'est d'autant plus douloureux. Oui. Voilà, moi je peux pas faire un pas vers elle, je peux pas. Voilà quoi, c'est. Mais quel est votre besoin, Sylvie? Parce qu'est-ce que votre besoin, c'est que vous ayez des excuses pour votre ego parce que votre ego est blessé, ou votre besoin, c'est de retrouver des relations apaisées? Les relations plus en paix, les relations d'avant où il y avait de l'affection qui circulait. Il est où le besoin profond pour vous? Parce que c'est ça qui va vous déterminer dans votre attitude. De quoi vous avez besoin pour aller bien? Parce que là, la situation, elle vous pèse. C'est vous qui souffrez le plus finalement. Vous souffrez avec vos enfants de cette situation et vous souffrez avec elle. Vis-à-vis de vos enfants. Oui, alors oui. En plus, elle a monté tous mes cousins contre moi, quoi. C'est-à-dire tous ses neveux. Les enfants de son frère, elle les a montés contre moi, quoi. Donc, est-ce que vous pourriez contacter à ce moment-là, parce que vous dites qu'ils sont montés, ils vous ont dit des choses, vous avez des preuves? Eh bien, ou c'est le sentiment que vous avez? Non, j'ai pas. Enfin. Oui. C'est dans l'attitude, vous savez, quand vous connaissez bien les gens. Bon, c'est vrai. Par exemple, on est allé manger au restaurant quand on y a été au mois d'octobre. On était tous au restaurant, sauf ma tante et mon oncle, bien sûr. Il y a un de mes 3 cousins, donc un de ses neveux. Quand on est parti, il m'a pas dit au revoir. Oui, il y a trop de colère dans cette famille maintenant. On était à table et presque pas. Ils m'ont presque pas adressé la parole. Vous savez, quand vous connaissez vraiment les gens, vous arrivez tout de suite à distinguer quand il y a quelque chose. Je comprends. Je comprends. Et du coup, Sylvie, dans ces moments-là, est-ce que vous l'avez senti ou pas? Est-ce que vous le sentiriez à l'avenir de parler de vous, de dire à quel point vous êtes triste, que vous regrettez qu'il soit pas là, que tout ça est idiot, est absurde, que j'ai envie qu'on soit une famille unique, que vous avez du plaisir à les voir quand vous êtes là et que vous regrettez la situation? Qu'est-ce que vous dites de la situation quand vous leur parlez? Est-ce que tout le monde fait comme si de rien n'était, alors que l'éléphant est dans la pièce? Parce que c'est souvent ça quand il y a des tensions dans les familles. On fait comme si de rien n'était. C'est ça qui s'est passé, j'imagine, à ce repas. Disons que mes enfants s'en sont peut-être pas trop, ils l'ont peut-être pas trop vu, puis tout le monde parlait. Oui, il y en a qui étaient contents de se retrouver. Voilà. Mais c'est vous qui vous êtes retrouvés sur la touche, du coup, Sylvie. C'est que ceux qui étaient contents de se retrouver, qui n'étaient pas dans le conflit, comme le conflit entre vous et elle, il y avait tous les autres qui se connaissent, qui sont contents de se retrouver. Puis effectivement, vous passez pour le vilain mouton noir. Voilà, du coup, vous passez pour la méchante. Alors que si vous êtes dans ce groupe en disant, alors ça peut être un ou une autre personne, de prendre un conseil en disant je suis tellement triste et j'aimerais que les choses s'arrangent, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut intercéder et qui peut jouer les médiateurs. Il y a peut-être quelqu'un dans la famille qui peut jouer ce rôle-là, un neveu, j'en sais rien, quelqu'un en qui vous avez confiance et elle aussi a confiance. Quelquefois on a besoin dans les conflits de famille d'un intermédiaire bienveillant qui a envie que ça se passe bien. Mais pour ça demande que, en vous-même, vous alliez vraiment vous interroger sur qu'est-ce qui compte le plus pour moi. C'est quoi le plus important? Est-ce que le plus important, c'est de recevoir des excuses parce que je lui en veux, à mort, on va dire, mais c'est à mort, ça veut dire jusqu'à la fin. C'est-à-dire que moi, je pense que
déjà, c'est la moindre des choses qu'elle pourrait faire, elle. Mais elle le fera Attends. peut-être, Sylvie, si elle est en capacité, s'il y a une médiation entre vous, de quelqu'un de la famille, ou si vous avez accès à elle, avec le fait d'être blessé, alors peut-être, et si j'ai eu de l'affection avant entre vous, alors elle peut peut-être vous accueillir, parce que si ça se trouve, elle en souffre elle aussi. Et c'est même certain. Sauf que chacune est bloquée dans son ego, dans sa personne, en disant mais non, c'est elle qui, c'est elle qui, c'est elle qui. Oui, quand il y a un conflit, on va toujours dire que c'est l'autre. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes coupable si vous prenez votre part. Prenez votre part de ce qui est blessé. De ce qui est à soigner, enfin dans le sens de, il y a quelque chose qui a été atteint chez vous. Là, la seule responsabilité que vous avez, Sylvie, dans cette histoire, c'est évidemment pas je vous dis pas de l'excuser, voilà, du pardonner, c'est dire, voilà, moi je me sens blessée, qu'est-ce que je fais de cette blessure? Est-ce que j'attends qu'elle me pourrisse la vie et qu'elle me ronge? Ou est-ce que j'essaye, moi, de me faire du bien? Et me faire du bien, ça passe par quoi? Parce que là, ça dépend de vous. Les excuses, ça dépend pas de vous. Ça dépend d'elle. Et peut-être que si elle comprend à quel point, elle réalise à quel point ça vous torture. Elle le sait, puisque Ouais. je lui ai fait savoir par Oui. cette aide à domicile tout le mal que ça m'avait fait. Quand elle est venue pour s'occuper de maman pendant qu'on était là-bas, moi je lui ai dit, tu peux pas savoir la douleur que j'ai de tous ces mots. Et quelle a été la réaction de l'aide à domicile? Mais elle m'a dit oui, je comprends, mais bon, elle est un peu, comment dire, elle dit moi je suis au milieu. Mais justement, elle pourrait trop jouer les médiateurs, elle. Ah ben de toute façon, elle lui avait dit, je lui dis. Mais elle ne peut jouer le médiateur que si elle sent chez vous une envie de retrouver du lien et pas une demande de dire voilà, je pose mes conditions. Si j'ai pas d'excuses, alors je ne veux pas l'avoir. Parce que ça ne permet pas l'explication, ça ne permet pas le dialogue. D'accord, il y a un affront, je l'entends complètement, mais qu'est-ce qui compte, voilà, vraiment pour vous? Tant que vous êtes bloqué dans la rancune, dans la rancœur et dans la blessure, vous lui permettez même pas de s'excuser, parce que ce qu'on sent d'abord dans votre demande, c'est la rancœur. Il me faut des excuses et après on verra. Et là, on n'est plus dans quelque chose de profond et d'affectueux. On est dans une surface des choses. Or, vous êtes en lien. On est dans une famille. Hein. C'est pas quelqu'un qui, un inconnu qui, vous doit des excuses. Non, c'est quelqu'un que vous connaissez, avec lequel vous avez des liens d'affection. Oui, mais je pense que de toute façon, même si je reprenais si j'avais l'opportunité de la rappeler, oui. Elle resterait, parce que je la connais trop bien, elle resterait campée sur ses positions. Vous ne savez pas. Dire, oui, mais. Vous ne savez pas, Sylvie. Tant que vous ne l'essayez pas, vous ne savez pas. On ne sait pas. Même si elle est comme ça, j'allais dire un peu grande gueule, ce que je comprends, ouais. On ne sait pas, parce que ça fait peut-être des mois, des années qu'elle souffre de la situation. Donc vous ne savez pas comment vous allez la trouver. On ne sait jamais ça à l'avance. On imagine. Mais ça, par contre, vous parlez de votre peur. Oui, parce que ce qui se passe si vous faisiez ça, et vous avez complètement raison de le souligner, c'est que c'est l'angoisse maximum de se voir de nouveau abîmée, insultée, qu'elle soit de nouveau désagréable avec vous. Qu'elle vous dise de nouveau, non mais c'est n'importe quoi, mais t'as vu, voilà. Et ça sera pas supportable pour vous. Et je comprends que vous ayez cette crainte-là dans ce que je vous propose. Mais si vous prenez ce risque-là, en sachant qu'il existe, c'est vrai, vous avez raison, peut-être qu'il existe, mais tant que vous ne tentez pas, vous ne savez pas. Et peut-être que vous aurez une bonne surprise. Et si je n'avais pas cette bonne surprise et que ça recommence? Eh ben, vous direz, vous mettrez des mots dessus en lui disant que vous avez essayé que les choses s'arrangent, vous avez fait ce que vous pouviez et que vous en êtes très triste et que vous regrettez la situation. Et vous la laissez avec ça parce que c'est à elle. Parce que si vous commencez à monter au créneau pour essayer de la convaincre, là, vous allez être en conflit.
Dans une relation, on est deux, on ne peut s'occuper que de ce qu'il y a commun à la relation. Vous pouvez pas vous occuper de ce qu'il y a chez elle, et elle n'a pas à s'occuper de ce qu'il y a chez vous. C'est ce qui s'est passé dans le conflit entre vous. C'est qu'il y a ce qui se passait chez vous, elle l'a pris chez elle, et chacun se renvoie le problème. Et ça, c'est des tensions énormes dans les relations. Et on peut se renvoyer la patate chaude très longtemps. Le seul endroit où on peut s'entendre et se comprendre, c'est l'endroit où on a quelque chose en commun à faire dans la relation. Et là, vous avez quelque chose en commun dans la relation, qui c'est déjà, on est dans une famille. Et puis on a, moi, ma mère, et elle, sa sœur. Et donc, à cet endroit-là, on a besoin, envie, souhait de s'entendre. Donc là-dessus, sur cette partie-là de notre relation, on doit pouvoir en faire quelque chose. Maintenant qu'elle vienne juger votre vie, ou que vous jugiez la sienne, ça, c'est pas OK. D'accord ? Parce que il est là, le conflit par-delà. Donc c'est aussi cette demande-là. Mais plus vous allez être adulte vis-à-vis d'elle, moins vous allez être sa victime, moins vous allez être dans la plainte, moins vous allez être ou dans l'agressivité, la récrimination, plus vous pouvez obtenir d'elle qu'elle aussi, elle contacte chez elle quelque chose de plus adulte et qu'elle puisse du coup être touchée et dire « Ah oui, peut-être je suis allée trop loin et merci de m'appeler » parce que c'est vous la plus grande dans l'histoire. C'est celle qui fait le premier pas, la plus grande. C'est vous qui prenez l'ascendant, là. C'est vous qui avez la main. C'est vous qui avez le jeu. Si elle vous dit non et qu'elle vous claque la porte au nez, vous saurez. Mais c'est vous. C'est votre décision. Et si elle claque la porte au nez, vous ne pourrez que le regretter et constater. Et oui, ça vous fera mal, mais vous aurez été fier et tranquille d'avoir posé et vous saurez que là, c'est plus de votre fait. Qu'il s'agit bien d'un problème à elle et pas à vous. Et qu'alors qu'elle reste avec son problème à elle. Parce que quand elle est rentrée en EHPAD, ouais. Ça faisait 4-5 jours qu'elle était, et puis ça a été l'anniversaire de maman. Ouais. Donc, en fait, elle a fêté, maman a fêté son anniversaire chez sa sœur. Et l'aide à domicile me dit, écoute, ça serait bien que tu appelles. Comme ça, tu pourrais parler à maman, lui souhaiter son anniversaire et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la belle-fille donc de ma tante m'a donné son numéro pour que je l'appelle par WhatsApp. Oui. Donc ça me permettait de voir maman, maman nous voyait et tout ça. Et donc j'ai parlé à maman et puis après j'ai vu ma tante qui s'est mise avec mon oncle, tout ça. Et par ailleurs, ma tante m'a appelée sur le fixe pour me donner le nom de la maison de retraite et le numéro de téléphone pour que je puisse l'appeler. En me disant qu'elle était très bien là-bas, maman, qu'elle avait tout ce qu'il fallait, qu'elle était bien prise en charge, tout ça. Comme si ne rien n'était. Oui. Tellement bien qu'à la fin de la conversation, elle me dit « Bon, bisous, hein !» Et puis voilà. C'est un signe. Sylvie, c'est un signe. C'est un signe qu'elle se sent nulle de ce qu'elle vous a dit. C'est un signe qu'elle souhaite que les relations aillent bien. C'est une main alors maladroite, elle reconnaît pas vous êtes toujours blessée et furieuse. Mais en faisant ça, elle dit quoi ? Elle dit quoi sans le dire ? Oui, elle revient pas sur ce qu'elle a fait, mais elle vous dit quoi ? Elle vous dit voilà, j'aimerais bien que ça se passe bien. Je suis capable de t'embrasser, de te parler gentiment. Elle vous montre ça. C'est ce qu'elle montre, voilà. En montrant ça, elle dit autre chose. Alors oui, vous lui en voulez toujours, mais si vous êtes encore dans cette colère que j'entends, voire dans cette haine qui n'est rien d'autre que l'amour, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Forcément, du coup, elle est coincée elle aussi. Donc ça, c'est un bon signe. Sans lui mettre le nez dedans, dire écoute, voilà. Ça s'est pas bien passé. J'étais très blessée. J'ai vraiment mis du temps à digérer ce que tu m'as dit. Vous pouvez ça aussi lui dire à quel point ça vous a mis en colère, à quel point vous lui en avez voulu. Et peut-être que vous pourriez ne plus lui en vouloir parce que vous avez juste envie que ça se passe bien. Mais ça, je vous laisse y réfléchir et voir avec vous. Comme dit Jo qui envoie un message, pour se rencontrer, chacun doit faire un pas et sans attente. Et tant que vous attendez quelque chose d'elle, qu'elle ne vous donne pas, vous risquez de continuer à souffrir de cette situation. Donc ce qui compte, c'est que vous ne souffriez plus et de trouver le moyen le plus écologique pour vous de pas vous ronger. En tout cas, je vous le souhaite, de réfléchir à ce qu'on s'est dit là, ce soir, Sylvie. D'accord. Je vous embrasse. Au revoir, Sylvie. Merci. Au revoir. Europe
Sophie Peters. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir, merci de m'accueillir. C'est difficile de passer à l'antenne. Mais bon, voilà. On n'y pense plus après quelques secondes. J'espère. Et je compte sur vous pour m'éclairer parce que c'est difficile. Voilà, j'ai été veuve en 2003 et après une vie de couple tout à fait calme, sereine et bonne. Et puis 3 ans après, j'ai rencontré un compagnon qui est issu d'une famille de 8 enfants et qui est très lié à une famille très très unie. Et un grand bonheur, un compagnon absolument charmant, gentil et tout. On était très heureux de la vie, de retrouver du goût à la vie. Lui-même était veuf, veuf sans enfant. Il n'avait pas été marié, mais bon, peu importe, était seul et on a eu beaucoup de bonheur, des voyages, des sorties, du temps présent heureux. Et puis, hélas, il y a 2 ans, il est décédé il y a 2 ans. Donc, de nouveau, grand malheur pour moi. Et moi, j'avais été très heureuse d'être intégrée à sa famille. Et ça, on allait très souvent les voir. Et vraiment, pour moi, c'était un très grand bonheur. Et j'avais le sentiment de faire partie tout à fait de cette famille. Et puis, il y avait particulièrement un frère chez qui on allait très souvent. Et au décès de mon compagnon, je me suis dit, ben voilà, je vais avoir un soutien qui va m'aider, qui va continuer. Mais il y a eu une histoire compliquée autour de l'héritage. Et nous étions pacsés et il a fait un testament en ma faveur. Néanmoins, il avait fait une promesse bien avant. Il a un neveu handicapé et il a donné une maison à ce neveu. Chose que j'ai trouvée tout à fait normale et tout à fait bien. Je n'ai jamais rien fait contre son choix. C'est lui qui avait décidé de faire ce testament. Je ne lui ai jamais même dit tu devrais faire vraiment. Vous avez respecté totalement. J'ai tout à fait respecté son choix. Et donc peu de temps après son décès, dans les moments les plus difficiles où on est vraiment au fond du trou, j'ai eu des réflexions très difficiles de la part de la maman de ce jeune homme handicapé, parce que c'est compliqué pour eux. Je le comprends et c'est vrai d'avoir une maison de campagne qu'il faut vendre et c'est aussi des soucis. Je le comprends. Mais ils m'ont tellement... La réflexion visait à dire quoi? Ils avaient hérité d'une maison. Voilà, ils m'ont reproché ça, justement. De quoi? D'avoir hérité de la maison? Oui. En me disant, mais oui, j'ai entendu des choses terribles que je ne vous dirai pas. En me disant que c'était pas simple, qu'il allait falloir qu'il la vende, que c'était pas rien, puis qu'il y avait pas beaucoup de sous pour, c'était compliqué pour eux, pour payer les frais que ils n'ont pas eu de frais de succession puisque mon compagnon, ça avait été fait en bonne forme pour qu'il n'y ait pas de frais de succession, et il a eu une assurance vie, mais qui n'était pas très importante. La question, comme c'était une grande famille et qu'il y a cet enfant handicapé, si c'était si compliqué, elle pouvait aider de ses frères et sœurs pour la vente de pour toutes les démarches, ou même vous-même. Je sais pas où ça en est cette maison, mais au cours d'une réflexion, je me suis fâchée et je lui ai dit je suis très triste de ce manque de confiance et ça suffit. Bon, mais où est le manque de confiance? Mais parce que moi, chaque fois qu'il y avait des informations du notaire, je les en informais, mais eux de leur côté avaient pris un notaire aussi, demandé la clé de la maison à un autre frère. Enfin bon, c'était, elle ne faisait pas de dialogue avec moi.
Or, moi, j'aurais Alors, fait vous qui aider. connaissez un peu la famille, si j'allais dire, vous prenez, un pas de recul dans cette histoire. Si vous n'en faites pas une affaire personnelle, si vous dites qu'il ne s'agit pas de vous, qu'est-ce que vous pensez qui se joue à cet endroit-là de cette maison? Puisque tout est clair, qu'il a une situation claire. Oui, mais qu'est-ce que vous comprenez? Que c'est difficile pour eux, que c'est compliqué. Ils ont eu ces parents-là ont eu une vie difficile. C'est un enfant très handicapé. Et que ça a été un souci, alors qu'ils ont pensé que ça allait leur apporter de l'argent, et qu'ils allaient pouvoir en profiter, et que là, c'était compliqué. Et que moi, de mon côté, cette donation, donation, un côté cadeau empoisonné, au moment où vous, et vous, de votre côté, vous aviez des liquidités. Pas du patrimoine. D'accord. Et ils auraient préféré l'inverse. Eh ben voilà. Voilà, ça y est, je comprends. Carrément. Ah ben oui, ça y est, je comprends. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, elle aurait eu la maison et les ennuis qui vont avec l'aspect immobilier. Et nous, on aurait eu les liquidités, c'était quand même beaucoup plus simple. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, puis les choses ne se sont pas tellement dit et tout ça. Et cet autre frère, donc qui était proche de mon compagnon. s'est mise à ne plus me parler, s'est fâchée contre moi. Moi, j'ai pensé, il soutient sa sœur. Oui. Je le comprends aussi. Oui. Il se donne pour mission d'être dans le camp de sa sœur. Oui. Bon, je l'ai accepté, sauf que c'est très dur d'avoir un mur en face et de plus du tout avoir de communication avec eux. Parce que vous avez tenté, Anne-Marie, Oui, bien sûr que j'ai tenté. Oh là là, bien sûr que j'ai tenté. De quelle façon? De plusieurs façons. La dernière chose de quelle manière plutôt? Oui, je vais vous dire. Mais la dernière fois, il y a un an, j'avais souhaité l'anniversaire de ce beau-frère et il m'a répondu merci. Bon, voilà. Et ce merci, je vais vous en reparler parce que c'est bon. Et moi, j'ai été dévastée parce que c'était méchant. En fait, il se trouve, Anne-Marie, et on retrouve un petit peu c'est intéressant le cas de Sylvie tout à l'heure, que dans ce genre d'histoire d'affect, de blessures, de liens familiaux, il y a beaucoup d'attentes. C'est-à-dire que le merci avec le soupir, vous le prenez pour vous, avec l'attente. Il y avait déjà, avant, au moment du décès de votre compagnon, une attente et un projet conscient, inconscient dans votre cœur de dire, au moins il y a ce frère-là avec qui on s'entendra toujours. Voilà. Et l'histoire effectivement de la sœur a créé une tension dans la famille. Mais sans doute, de ce qui a rajouté de la tension à tout ça, c'est que votre hypersensibilité, qu'encore une fois je ne juge pas, c'est un constat, mais votre hypersensibilité à la situation fait que très certainement vous avez surinterprété tous les signes émanant de lui qui petit à petit ont délité les liens. C'est-à-dire que quand mais vous alliez pas assez bien pour ça. Alors c'est difficile quand on est un peu abattu, quand on est affaibli par la tristesse, par la perte. On n'a pas toutes ces ressources. Voilà, on n'est pas d'un optimisme foudroyant. Donc forcément, dans ces cas-là, vous étiez en attente de consolation et vous deveniez en même temps l'élément qui crée du désordre dans la famille. Donc la famille, comme une huître, s'est refermée et vous avez eu ce sentiment réel, de me sentir illégitime. De vous sentir illégitime. Tout à fait. Mais j'ai essayé quand même, malgré tout, de retéléphoner à sa femme et je lui ai dit, mais pourquoi ne m'explique-t-il pas ce qu'il a contre moi? Parce que j'avais... Oui, ce qui se passe. Et elle m'a dit, peut-être un jour, ça s'apaisera. Elle m'a répondu ça. Et puis, après, silence radio complet. Et alors, la suite de l'histoire, c'est que je reste en bon terme avec certains autres à qui je téléphone, mais c'était qu'on voyait moins souvent, mais à qui je téléphone et qui sont vraiment très charmants. Et sa sœur aînée a un fils qui va se marier au mois d'avril. Oui. Et alors, elle me téléphone et elle me dit « Mais tu es invitée, bien sûr ». Et moi, je lui réponds « je suis très heureuse ça ». Et puis 30 secondes après, je lui dis, mais tu sais, je suis désolée, mais je voudrais pas empêcher cette réunion de famille. Si c'est entre moi et les autres, je me retire.
Et elle m'a répondu très gentiment, mais non, ne t'inquiète pas, de toute façon, tu peux te mettre un petit peu à part si tu veux, à part de lui, mais même, de toute façon, il n'y aura pas de problème et tout. Elle m'a confortée dans l'idée d'y aller. Et moi, je me suis mise à l'idée, oui, ça me fait plaisir, oui, j'ai envie d'y aller. C'était mon choix. Et puis, plus le temps approche, plus je m'inquiète. Mais il y a quelque temps, la femme de ce frère me téléphone en disant, parce que ça se trouve à 500 kilomètres, hein, oui. si tu veux, on t'emmène. Ah, j'ai eu, mais vraiment oui. Formidable. Oui. Mais l'espace de 30 secondes, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je peux répondre? Et puis je lui ai dit, est-ce que ton mari est d'accord? Elle me dit oui, du bout des lèvres. Je dis, eh bien, ok. Bon. Et puis, je me suis dit, je ne serais pas autonome au point de vue voiture, mais néanmoins, c'est le bras tendu. Bien je sûr. suis heureuse de la chose. Voilà. Sauf que le 21 mars, c'était l'anniversaire du décès de mon compagnon. Mm-hmm. Et je reçois, j'étais encore au lit, j'étais patraque. Et je reçois un SMS de la part de cette femme du frère, et qui dit, en ce jour, je pense très fort à ton compagnon. Et alors, moi, le SMS, j'ai répondu un merci, justement, un merci. Mais je n'ai mis que merci, mais j'étais incapable de taper d'autres choses. J'étais pas en état de conversation à ce moment-là. J'étais avec moi-même, avec mes pensées, avec ma tristesse. Voilà, exactement. Et elle me répond, en SMS toujours, de rien. Mais ça m'a dévastée. Je me dis, mais on ne dit pas de rien pour une chose aussi importante que ça. On dit de rien quand on a tenu la porte à quelqu'un, mais on ne dit pas de rien quand on... Et je me suis dit, ben voilà, la guerre n'est pas finie. Ça m'a que d'interprétation. Alors, Anne-Marie, vous savez, on va s'interrompre quelques minutes pour le journal, parce qu'il est bientôt minuit. Et on poursuit juste après le journal cet échange, d'accord? À tout de suite, Anne-Marie. Vous écoutez Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous. Et en direct, une libre antenne dans laquelle on part à l'aventure ensemble et où nous attendent des paysages insoupçonnés de l'âme humaine sans rien en attendre d'autre que ce sentiment vertigineux de l'inconnu qui s'ouvre en nous et avec une seule espérance, celle de nous faire du bien, de passer un moment agréable et de nous rapprocher au plus près de notre nature profonde. Ne rien imposer ni s'imposer, mais accueillir tout simplement. Alors ici, nous vous accueillons au 39 21. Quentin et Corentin reçoivent vos appels au 39 21. Vous pouvez aussi réagir par SMS à ce que vous entendez à l'antenne en composant le 7 39 21 précédé du mot nuit ou envoyer un message sur europe1.fr. Et puis n'oubliez pas, ça y est, nous sommes le 1er avril et demain soir ou tout à l'heure à 23h dans la libre antenne, une surprise vous attend. Un beau poisson d'avril qui sera plutôt une poissonne d'ailleurs, mais toute bienveillante et pleine de bonnes ondes juste pour vous. Allez, c'est Andreas Papazian qui réalise cette émission et moi je vous écoute et je vous réponds 39 21, l'antenne est à vous. Et on retrouve tout de suite Anne-Marie, avec laquelle on était à l'antenne juste avant le journal de minuit. Vous êtes là, Anne-Marie ? Oui, tout à fait. Alors Anne-Marie, pour reprendre un petit peu le fil de votre histoire, je vais résumer très rapidement. Après donc le décès de votre compagnon il y a 2 ans, avec lequel vous étiez pacsé, vous vous retrouvez au sein, enfin ou à côté, ou plutôt en marge même, et c'est ce dont vous souffrez, d'une famille et de ses frères et ses sœurs, parce que lui n'avait pas d'enfants, et une famille dans laquelle vous vous sentez en partie rejeté pour une histoire d'héritage.
dont les tenants et les aboutissants étaient mal vécus, voilà, par ceux qui ont eu cette fameuse maison. En tout cas, quand on reprend, et on était là juste avant qu'on se quitte sur le fameux SMS donc du 21 mars de votre, alors pas belle-sœur, mais quasi, enfin on va dire la femme, la femme du frère de votre compagnon, voilà. Exactement. Et vous dites que vous étiez, effectivement, dans cette journée-là, prise dans votre tristesse, et elle vous envoie un gentil, on va dire, un amical, SMS, auquel vous répondez merci, et elle répond de rien. Alors je vous lis le SMS de Clément qui a envoyé un message entre-temps et qui dit: mais pourquoi interpréter ce de rien comme une chose négative? Le lien était sur le point de se recréer, et ce de rien pourrait, à mon avis, se lire comme c'est bien normal, dit Clément. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anne-Marie? Je n'arrive pas. J'ai essayé de penser ça. Effectivement, j'ai essayé, mais j'ai trouvé ça tellement incongru que j'ai pris ça comme une attaque. Enfin, je l'ai mal pris. Ça, c'est vrai. Je l'ai tout à fait mal pris. Alors, il y a Fabienne qui dit: lorsque vous lui avez répondu merci, et elle vous a répondu de rien, c'était sans doute qu'une expression, comme on le dit souvent, rien de méchant à mon avis, sans doute votre interprétation ce jour de tristesse. Et alors, il y a effectivement votre interprétation, mais surtout, et là je rejoins le message de Jo qui dit: la morale de l'histoire, et c'est pas qu'il y a trop d'attentes. Et en fait, vous étiez dans un moment, quand on est dans la tristesse, l'émotion de la tristesse, on a un besoin. Chaque émotion, vous savez, nous indique un besoin. Et votre besoin, c'était d'être consolé. Mais vous n'avez pas su, parce que quand on a un besoin, il faut savoir s'en occuper et apprendre à demander. Et vous aviez besoin de consolation et pas d'être seul dans votre lit. Et effectivement, le SMS était le bienvenu. Et dans votre réponse, tellement emmurée dans votre chagrin, alors que votre besoin, c'était d'être consolé, le de rien a sonné comme une claque. Oui. Mais comme une claque, parce que vous aviez immensément besoin de consolation ce jour-là, même de les voir éventuellement, même de dire ça me fait tellement plaisir, et si on prenait, je sais pas, un thé aujourd'hui. Donc là, finalement, l'attente, vous voyez, quand notre attente est très très forte et que ça ne vient pas, mais qu'on n'a pas su même se le dire à soi-même, c'est-à-dire que même vous-même, vous n'étiez pas en conscience de ce besoin. D'être consolé, tellement enfermé dans votre douleur. Et du coup, le besoin, il est quand même là, et on en veut à l'autre de pas deviner, de pas comprendre, de pas comment elle pourrait savoir dans ce moment-là, quelle incongruité. J'aurais tellement besoin d'être consolée. Et elle ne le sait pas. Oui, mais moi je l'ai repris comme si elle se refermait, et je me suis dit, ce voyage, comment je vais pouvoir... Comment ça va se passer, quoi? J'ai peur pour ce voyage. Vous avez peur parce que j'ai très peur. Oui, depuis le 21 mars, c'était quasi il y a 8 jours. Oui, c'est depuis, vous avez eu des échanges ou rien du tout? Rien. D'accord. Rien. Parce qu'en fait, votre merci était à la mesure de son de rien. C'est-à-dire qu'elle faisait un pas, vous avez dit merci, vous avez donc un merci, c'était accusé réception, mais vous n'avez rien ouvert. Vous avez juste accusé réception. Il n'y avait pas d'ouverture. Du coup, elle répond de rien, qui est un autre accusé de réception de votre merci. Sous-entendu, je suis là. Et vous l'entendez pas. Et en fait, vous l'entendez pas parce que vous avez peur, Anne-Marie. Ce qui peut se comprendre. Vous avez peur de les voir. Vous avez cette histoire a grossi. Même tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez dit à la maman, à la femme qui va marier son fils, à votre neveu, voilà. À la sœur aînée. Oui, à la sœur aînée, voilà. Oui. Vous lui avez dit: je voudrais pas empêcher cette réunion de famille. Et moi, j'ai envie de vous répondre: vous n'avez pas ce pouvoir-là. Vous n'avez pas le pouvoir d'empêcher cette réunion de famille. Bien sûr que non, vous l'avez pas. Et vous n'avez même pas le pouvoir de la gâcher. Mais ça, c'est ce que vous imaginez parce que vous êtes enfermé dans votre toute puissance que vous donne votre douleur et toute cette histoire. Et le fait de placer ça si haut et de penser que vous pourriez être amené à gâcher, vous ne laissez pas la liberté à l'autre. Et c'est comme dans la réponse de votre SMS, c'est que pour qu'il y ait une relation, il faut un espace. Si vous dites je viens et ça va gâcher la fête, alors vous ne faites pas confiance ni à eux, ni à la capacité de cette famille de vous faire une place et que les relations se renouent. Donc il y va beaucoup
de vous, pas de vous en tant de ce que vous avez à faire dans l'histoire, parce que là on n'est pas dans le faire, on est vraiment dans l'être, on est vraiment, et on rejoint le témoignage de Sylvie tout à l'heure, dans l'intention. Quelle est votre intention? Quel est votre besoin profond, qui n'est rien qu'à vous? C'est ça qui va vous guider. Ah oui, mais moi, mon besoin, c'est d'être, de faire partie de cette famille toujours, de ne pas avoir perdu en même temps que mon compagnon. D'accord, alors, super, vous venez de me dire ça, très bien. Alors maintenant, si on dit mon besoin, c'est de garder le lien, absolument, c'est très important pour moi. Quels sont les moyens que je mets? Quels sont les moyens que vous allez mettre pour nourrir, écouter ce besoin-là? Par quoi ça passe, si c'est si important pour vous? Qu'est-ce que vous êtes prête à faire? Vous, pas vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de vous. Je ne sais pas. Si je le savais, je ne vous aurais pas appelé. Oui. Je ne sais pas. Mais là, moi, je vous pose la question maintenant qu'on échange. Qu'est-ce que vous imaginez que vous seriez prête à faire? Maintenant que vous me dites, mon besoin, c'est que tout se passe bien et de nouveau retrouver cette place que j'aimais tant avoir. Qu'est-ce que vous êtes prête à mettre de vous dans la balance? Dans les relations, sans rien attendre, c'est-à-dire, quand je dis sans rien attendre, que ça vienne pas d'eux, que ça vienne de vous, quelle disposition intérieure vous allez prendre pour nourrir ce besoin qui est le vôtre. Là, on n'est pas en train de s'occuper de ce qui se passe chez eux, je m'occupe de ce qui se passe chez vous. D'être accueillante, mais j'ai tellement peur d'être rejetée. Ça prend toute la place. Au moment où je vais les embrasser pour dire bonjour, mais je redoute ce scénario-là. Oui, alors vous interprétez, Anne-Marie, c'est-à-dire qu'en fait, en n'étant pas dans l'amour que vous avez et que vous avez envie de donner et dont vous avez besoin, ce qui prend toute la place là, c'est la peur d'être rejeté. Parce que ça vous est tombé dessus tout d'un coup alors que vous y attendez pas. C'est vrai, c'est vrai, bien sûr. Vous voyez, tout ça est juste dans le sens où vous avez bien vécu quelque chose. On va pas se cacher derrière ça. Il y a bien eu une atteinte à ce lien pour vous. Mais ok, ça c'est ce que vous avez vécu. Et en même temps, vous dites, mais moi, mon besoin, c'est que ça se passe bien avec eux. Donc, de quelle façon je vais pouvoir ouvrir mon cœur pour recevoir leur affection? Parce que manifestement, en tout cas la femme de ce frère-là, elle est proche de vous. Elle a envie que ça se passe bien. Et elle peut pas se dédire, on va dire, de son époux, mais en tout cas, elle comprend. Voilà. Elle a quelque chose dont elle comprend la situation. Et son petit SMS, c'était juste sa façon à elle de vous le dire en toute discrétion. Alors c'est pas du grand soir, les relations humaines quelquefois. C'est pas des grandes déclarations. C'est des petites choses toutes simples. C'est des petits mots tout simples, c'est des petits SMS de rien du tout, mais c'est là, c'est quelque chose qui existe. Il y a un SMS là d'un auditeur qui dit cette femme semble gentille avec Anne-Marie, elle garde du lien, l'invite au mariage de son fils. Oui, elle parle de l'autre femme. Lui dit qu'elle vient la chercher et celle qui vous dit qu'elle viendra vous chercher, qui vous emmène. Tout ça sont des mains tendues. Attrapez-les sans avoir peur, parce que si vous y mettez de la peur du rejet, quand on est là-dedans, dans cette posture-là, ça nous arrive malheureusement. C'est terrible, la vie. Mais la vie nous amène là où on se place, on va dire comme un courant. Imaginez que la peur soit un courant, comme une rivière, et que vous soyez dans ce courant-là. La peur va vous amener à ce que vous redoutez, comme le courant de la rivière. Maintenant, si vous vous mettez dans le courant d'amour, celui dont vous avez besoin, la rivière, elle va vous emmener là où vous souhaitez aller. Vraiment. Mais alors, comment leur témoigner que j'ai envie de ce lien-là, parce que la fin de non-recevoir que j'avais eue au moment de l'anniversaire de ce frère me fait penser que quoi que je fasse, quoi que je dise, je ne suis plus acceptée. Enfin, je ne suis plus. Alors, ça, il y a une partie, et c'est ce que dit Louisa d'ailleurs, qui dit pas coupable, juste responsable de votre bonheur, cessez de chercher votre légitimité auprès de cette famille, aux prises avec ses propres difficultés. Ce que j'aime bien dans ce message, aux prises avec ses propres difficultés. Sachez discerner, sachez trier. C'est-à-dire comment je vais faire, c'est pas comment je vais faire, c'est comment je vais être. Et si je suis, c'est-à-dire si le je suis, dans qui je suis, c'est-à-dire dans mon être, et
pas je fais, à ce moment-là, ça veut dire que je discerne, je trie. Je discerne entre ce qui est à moi et ce qui est à eux. Cette histoire où ils vivent mal la décision de votre compagnon n'est pas à vous, elle est à eux. Vous leur laissez, puisque ce n'est pas de votre fait. Voilà, vous n'y pouvez rien. Et vous avez pris une part dans cette histoire de culpabilité ou de mal-être qui n'était pas à vous. Et en prenant cette part, ils vous l'ont attribué. C'est facile quand quelqu'un prend une part, on lui attribue. Vous l'avez prise, on vous la donne cette part-là. Vous comprenez ce que je veux vous dire dans l'axe de la relation. Maintenant, si à l'intérieur de vous il est bien clair, je dis à l'intérieur, tout ça c'est à l'intérieur, hein, c'est pas dit. Si à l'intérieur de vous il est bien clair que c'est pas votre part, c'est la leur. Vous en êtes désolé pour eux, mais c'est pas votre part. Voilà, c'est comme ça. Votre compagnon a décidé ça, c'est pas votre part. Et donc vous n'êtes plus dans la culpabilité, parce que c'est la culpabilité qui vous fait aller là, dans ce mur-là. Et que vous êtes simplement, vous ne discernez de toute la situation actuelle que la joie de retrouvailles, du mariage, de la joie de faire ce trajet en voiture, mettez de la légèreté. Si vous mettez de la légèreté, et la légèreté, elle est dans votre cœur, elle est dans l'ouverture, elle est dans la joie. La légèreté, elle est dans l'émotion de la joie. Dans la joie de dire vraiment, je me réjouis. Et d'ailleurs, je ne sais pas quand a lieu ce voyage, mais envoyez... à la fin du mois, à la fin d'avril. D'accord. On est demain le 1er avril. Très bien, le début du mois. Envoyez peut-être un petit message donc à ce couple et à elle donc, qui vous emmène en disant, voilà, nous sommes en avril et je me réjouis à la perspective de tous vous retrouver et de faire le voyage avec vous le 21 ou le 22 avril. Et je vous en remercie. Voilà, juste ça. Juste ça. Parce que c'est vrai. Enfin, il me semble que c'est juste ça. Oui, voilà. C'est vrai, mais vous avez peur. Mais la peur est à vous. C'est-à-dire que si on reprend cette affaire de discernement, ce que vous discernez, c'est oui, vous avez peur, mais la peur, elle est à vous. Si vous mettez la peur au centre de la relation, elle va occuper la relation, eux vont s'en emparer, et là, la catastrophe va arriver. Si par contre vous dites, d'accord, j'ai peur, c'est rien qu'à moi. J'ai peur. J'ai mes raisons d'avoir peur, parce que c'est vrai que j'ai pas très bien vécu tout ça, donc j'ai peur. D'accord. C'est à moi, ça me rappelle, ça me bouscule, ça, tout ce que vous voudrez, vous pouvez en parler à un psy, c'est à vous. Voilà. Mais dans ce qui me réunit, là, dans la relation, j'ai la joie. J'ai aussi, en même temps que j'ai la peur, j'ai la joie. J'ai la joie de... Oh chouette, je vais les revoir, peut-être que ça peut reprendre, quand même, c'est bien, quelle occasion magnifique. Et vous n'allez garder que la joie, que la connexion. Parce que la peur, elle n'est pas à eux, elle est qu'à vous. Donc si vous la mettez dans la relation, elle va l'encombrer, la relation, elle va la pourrir, elle va l'abîmer. Ça ne vous empêche pas, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas avoir peur, vous avez peur. Alors mettez beaucoup de joie dans la relation, dans l'interaction, hein, et gardez votre peur avec vous. Oui, comme dit Jo, toute énergie se ressent, et donc la peur c'est votre petit jardin secret, et votre peur vous allez l'affronter parce que ça s'affronte avec la joie que vous avez de ce moment. Et alors, il y a Lala qui dit, non, pas demain, ils vont croire à un poisson d'avril. Oui. Allez, on va éviter peut-être le 1er. Elle a raison, Lala. On va dire plutôt le 2 ou le 3, enfin, dans la semaine prochaine. Dans la semaine prochaine. D'accord. Et ouvrez vraiment ce cœur qui a besoin d'être nourri, Anne-Marie. Vous avez besoin de cette famille. Et faites-leur sentir. Et vous savez comment ? Par votre sourire, par votre regard, par la chaleur que vous dégagez, par la joie que vous avez d'être là. Si cela, c'est tout entier là, je vous assure qu'ils vont le sentir et je pense que ce sera partagé. Et vous savez, cette joie-là, cet amour-là, ça peut faire fondre bien des glaçons et des glaciers. Et peut-être que ce frère-là, avec lequel vous étiez proche, va être heureux aussi. Ça va les aider. Vous allez les aider avec votre joie. Vous allez leur faire plus de bien qu'avec la peur. Eux aussi, ils l'ont, cette peur. Mais c'est la leur, c'est pas la vôtre. Chacun la sienne. D'accord ? D'accord. Bon. Très bien. Vous m'éclairez au courant de ce mariage ? Je veux bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Vous m'éclairez bien. Vous remerciez aussi les auditeurs qui ont envoyé des petits SMS. Et puis, Anne-Marie, rentrez en vous de la plus jolie des façons. Faites-vous confiance et lâchez ce qui se passe chez les autres. Voilà. Vous n'êtes pas maître de ce qui se passe chez les autres. Et vous n'avez pas à le maîtriser. Lâchez ça. Et vous n'êtes pas là pour faire le bonheur de l'autre, mais vous y pourvoyez avec votre sourire.
Bon. Et votre amour. Voilà, je vous remercie Je vous beaucoup. embrasse, Anne-Marie. Merci Au revoir. beaucoup. Merci, au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peter. Bonsoir, Véronique. Véronique ? Oui, je suis là. bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes à l'antenne, bienvenue. Mais- Merci, pardon. Merci de m'accueillir. Oui. C'est vraiment gentil. C'est pas facile de parler. Non, C'est mais on est là. Je suis là pour vous y aider. c'est comment dire, une grosse tuile qui m'est Oui. tombée dessus l'année dernière. Hmm. Ça a été décelé, enfin, un kyste a été décelé en juin par l'ostéopathe. Oui. J'ai posé la question et il m'a dit vous devriez passer une échographie. Hmm. Donc je suis allée voir le médecin en juin, je l'ai revu en juillet, mais il n'y avait rien de encore assez flagrant. Je suis retournée en août, et fin août j'ai passé une échographie où il a été décelé un kyste très important. S'en est suivi une IRM très rapidement dans les jours qui ont suivi. Et donc le kyste effectivement était très Voilà. important. Oui. Et donc s'en est suivi, il faisait 11 cm. Oui. Donc le médecin m'a adressé à un chirurgien gynécologue qui m'a opéré le 30 septembre Oui. pour enlever... C'est un kyste au sein alors, c'est ça ? Non, Non. c'est sur les ovaires. Sur les ovaires, oui. Donc là, il m'a enlevé les ovaires et le kyste, Mhm. amené à l'analyse. Oui. Et le 14 octobre précisément, il m'a été annoncé qu'en fait le kyste était cancéreux. Oui. Et là, en plus l'annonce a été faite le soir au téléphone. Oui. C'est fort sympathique. Oui, c'est très Un angoissant. vendredi soir à 8h moins le quart. Oula. Oui. Ouais. Il me dit vous vouliez savoir. Je dis oui, mais pas de cette manière-là, quoi. Hmm. C'était pas Oui. comme ça, et les choses se sont... plus il employait les termes techniques Oui, en quelquefois. Oui. expliquant que il fallait réouvrir, faire un staging Oui. pour voir s'il n'y avait pas ailleurs quelque chose, en fait. Mm. Donc j'ai été réopérée le 2 novembre, ce qui fait que en fait, j'ai une croix à l'envers à la place maintenant sur le ventre et le bas-ventre. Oui. Et s'en est suivi, ça s'est passé très très rapidement, mais ça a été difficile. Et comme c'était un cancer de haut grade, en fait, j'ai eu de la chimiothérapie. Oui. J'ai eu 6 séances, ça s'est terminé le 16 mars. Oui. Et là, j'avoue être dans c'est un flou total quelque part, parce que maintenant, il va y avoir le suivi. Oui. Ça revient dans 3 mois, mais arrive le soir, ou dans la journée, j'essaye de penser à autre chose. Mais ça vous angoisse beaucoup. Et ça m'angoisse beaucoup Mais en oui, me je disant, mais comprends. est-ce que ça ne va pas réattaquer ailleurs Oui. Vous imaginez plein de choses terribles, quoi. Mm. Voilà, exactement. Oui. Vous êtes entourée de quelle façon, Véronique ? Qui y a autour de vous pour vous soutenir dans cette épreuve ? Alors, je vis toute seule, mais j'ai une amie qui a été plus qu'une amie, fut une époque, Oui. et qui a été là Oui. et qui a toujours été là pendant toute cette période, pendant ces 6 mois, Mm. qui m'accompagnait pendant quelques jours, l'avant-chimio et l'après-chimio, qui était compliqué. Et j'ai des parents qui sont âgés parce que j'ai 52 ans, donc je suis pas sûre d'avoir une mère qui ait bien compris Ce qui vous arrive. complètement, Oui. pris pleinement conscience en fait. J'ai le sentiment qu'elle s'est réfugiée dans son monde à elle. Ça fait déjà, je pense, pas mal d'années, mais là, je suis pas sûre qu'elle ait tout pris la pleine mesure en fait. Mm. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Par contre, un père qui s'est rapproché quand même plus de moi, Oui. plus présent, plus qu'il ne l'a jamais été pendant beaucoup d'années.
Et ça fait quand même chaud au cœur, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et j'ai trouvé des fois plus de réconfort, en fait, avec des gens qui m'étaient totalement, ou presque étrangers. Des connaissances, ou de la chaleur, de la sympathie, de la compréhension. Et du côté de la famille, par contre, rien. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup blessée. Et par moments, je me dis, tant pis qu'il reste, et à d'autres, non, à d'autres revient la colère, la peine, tout ce que vous voulez, tous ces sentiments mélangés. Et c'est pas toujours évident à vivre, en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr que vous vivez une véritable épreuve. Ouais. Et en même temps, dans une épreuve, on a toujours, d'une certaine manière, et vraiment je le dis avec précaution, j'allais dire une forme de choix, dans le sens de se dire de quelle façon je la prends. Qu'est-ce que je vais en faire ? Parce que évidemment que vous n'avez pas choisi ce qui vous arrive. Par contre, la seule l'attitude que vous avez dans cette situation, c'est de dire j'ai ça à subir, voilà, j'aurais évidemment pas du tout voulu que ça m'arrive, mais qu'est-ce que je vais faire de ce qui m'arrive pour justement le vivre le moins mal possible, alors que c'est déjà en soi difficile. Donc bien sûr qu'il y a cet aspect médical, mais c'est vrai que dans la maladie comme le cancer, si on en fait un ennemi dévorant, votre peur de cet ennemi qui vous dévore, vous lui laissez beaucoup de place en fait. Alors que si vous l'accueillez pas comme un ennemi, mais comme, j'allais dire, voilà, une maladie, on dit une maladie a quelque chose à nous dire, quoi. Après, il faut vraiment rentrer dans une histoire. Mais si vous décidez de bien la traiter, des soins dont elle a besoin, parce que votre corps en a besoin. Votre corps a besoin que vous accueilliez cette maladie pour pouvoir la traiter, pour être vraiment dans cet amour de vous-même, dans ce soin de vous. Et c'est peut-être ça que vient vous dire la maladie. Alors, à ce moment-là, elle est écoutée et elle est mieux circoncis. Et là, on sait aujourd'hui sur plein de travaux, et si ça crée un espace calme et centré à l'intérieur de vous, vous créez plus un espace de guérison que si vous êtes dans de la tension, de la peur, de l'anxiété, qui ne font que raviver la maladie. Ouais. Et oui. Cet après-midi, quelqu'un m'a dit fort justement, si c'est que ma relation à l'autre allait changer. Oui. Par contre, la personne m'a dit, mais et votre relation à vous-même ? Ah oui, c'est beau. Et oui, je dis, effectivement, cette relation à moi-même a toujours été compliquée. Et en fait, je crois que je me suis jamais vraiment aimée et acceptée. Et là, ça me fait voir les choses complètement différemment, en fait. Cette maladie, effectivement, me fait voir sous un autre angle. Oui. Et ça, elle vient donc délivrer un message. Et un message qui n'est pas un message de combat. Elle vient délivrer un message d'amour. J'allais dire, c'est une invitation avec, je pèse mon mot parce que c'est une sale invitation d'une certaine manière. Enfin, c'est pas un invité. Vous auriez préféré inviter quelqu'un d'autre à l'intérieur de vous, mais maintenant que c'est là, c'est une demande. C'est une demande de soin pour vous. C'est vraiment une demande d'amour pour vous, pour votre cœur. Vous vous rendez compte, les ovaires, l'endroit où vous donnez la vie. Ouais, il y a quelque chose de la vie en vous qui demande à être accueilli, soigné. C'est à cet endroit-là précisément. Ouais. Vous avez des enfants, Véronique ? Non, je n'ai pas eu d'enfants. Ouais. La vie a fait que non. J'ai fait des choix de vie, j'ai fait choix professionnels et je crois que j'ai pas mal oublié certaines choses où je me suis réfugiée beaucoup dans le travail, dans l'application dans le travail. Et
Oui, j'ai oublié d'autres choses en fait. Oui. Oui, alors ne rentrez. Enfin, l'écueil, c'est encore une fois, cette terrible culpabilité, de se dire, voilà, j'aurais dû, c'est de ma faute, j'ai pas pris soin. Bon, c'était comme ça, d'accord. C'était le besoin que vous aviez à ce moment-là. Ouais. Maintenant, j'allais dire, vous n'allez pas vous battre contre vous-même, c'est-à-dire que cette tumeur, c'est votre corps qui l'a créée. Si vous vous battez contre elle, vous vous battez contre votre corps, en fait. Donc, en fait, vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez mis au monde, je sais pas, un enfant difforme et que vous vous battiez contre. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de vous. Donc, aimez-le. Aimez-le dans le sens le plus pur du terme, c'est-à-dire, voilà, que vous écoutez le message et que vous allez en faire quelque chose. Oui. Et j'espère en faire effectivement quelque chose. Oui. C'est vrai que j'ai eu énormément de chance, je dirais, dans cette maladie. C'est que en fait, le cancer est resté encapsulé dans le kyste et il n'y avait rien ailleurs. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément compris. Pourquoi ça aussi, ça amène énormément de questions. Pourquoi, comment, effectivement, pourquoi, ouais. Pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi là, pourquoi... Alors après, on vous dit, l'oncologue qui m'a suivi m'a adressé à un hôpital pour une consultation génétique. Oui. Pour voir. Oui. Donc là, j'attends maintenant, parce que j'attends le rendez-vous, en fait. Et ça pose énormément de questions, en fait. Et... Mon père qui avait des soucis de prostate et l'oncologue me disait qu'en fait le gène est le même. Et le même. Ah ouais. Ouais. Le gène est le même. Alors je ne sais pas si c'est génétique, je le saurai je ne sais pas quand. Oui. Parce que le délai est extrêmement long après pour avoir les résultats. C'est au minimum un an. Et je saurai peut-être tout ça d'ici 1 an, 2 ans. Pour l'instant, je reprends en essayant d'éloigner effectivement de mes pensées ce qui pourrait être l'angoisse des fois qui revient. Et là, je rentre quand même en lutte contre moi-même. Enfin, contre ces pensées qui viennent de fois. Et puis le soir, c'est plus compliqué. Dans la journée, on arrive à. Oui. Je travaille quand même. J'ai quand même pris à ma manière, si vous voulez, pour essayer de prendre les choses au mieux, j'ai repris un petit mi-temps. Je travaille dans une structure où ça m'est possible de le faire à mon rythme, tranquillement. C'est-à-dire que je me mettais en position off pendant les 8 jours après la chimio pour récupérer. Et je pouvais reprendre le travail à mon rythme tranquillement. Et ça m'a permis aussi de ne pas sombrer, de me réinvestir dans ce que j'avais à faire, mais à mon rythme, mais tranquillement quand même. Mais reprendre pied dans la vie, en fait. Ne pas être éloigné des autres, ne pas s'éloigner, avoir toujours ce sentiment d'être là au milieu des autres. Voilà. Oui. Je me suis, entre guillemets, battue contre ça, justement, pour ne pas perdre pied et surtout pas me renfermer sur moi. Oui. Battez-vous avec, Véronique, pas contre. Ouais. Battez-vous avec cette maladie, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a de positif et de bon en vous. C'est ça dont votre corps, votre esprit, votre âme a besoin, du meilleur. Si vous deviez être au chevet de votre meilleur ami à qui ça arrive, c'est le meilleur que vous lui donneriez. C'est le meilleur que vous devez vous donner dans ce moment-là. Et c'est le meilleur soin pour vous. Ça passe aussi, bien sûr, par le choix des thérapies. C'est-à-dire par la conviction, la confiance que vous pouvez vous donner, de faire des bons choix thérapeutiques pour vous, ceux qui vous conviennent. D'écouter si, quand les médecins vous parlent et vous donnent des orientations, si c'est celle-là que vous choisissez. Ou si vous en voulez d'autres. Voilà. Et ça va passer par tous ces endroits-là.
C'est-à-dire une grande connexion avec vous. Et peut-être d'ailleurs s'il y a un lien effectivement génétique et dans quelle mesure vous connaissez l'histoire de votre papa ou de votre lien avec votre père. Il y a peut-être quelque chose aussi à cet endroit-là à revisiter ou, je sais pas, à remettre de l'amour à cet endroit-là. Oui. Ouais, c'est possible ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué, effectivement. L'amour de mon père, pour moi, ça a toujours été très compliqué. Nous avons été dans une relation très conflictuelle pendant très très longtemps. Ouais, d'accord. Ouais. Et il a commencé à se rapprocher de moi ces dernières années, en fait. Mais il a fallu attendre de longues années, en fait. Tous les deux, c'était vraiment une forme d'incompréhension. Quelque part, on se ressemble beaucoup. Ouais, c'est difficile quand on se ressemble beaucoup dans les familles, souvent. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que ça, peut-être, je sais pas, tout ça, c'est... Mais Mais je voulais dire, par contre, aussi quand même passer un message d'espoir, parce qu'on peut quand même arriver à s'en sortir. Même si j'ai vu des gens, en allant à chaque fois à la clinique, voir des têtes nouvelles, voir des gens qui souffrent beaucoup plus que moi j'ai souffert encore. Oui. Ça permet aussi de relativiser, mais j'ai vu beaucoup de gens avec de l'espoir. Il y a une forme de résignation, d'acceptation et en même temps de lutte. Bien sûr, oui. Mais de lutte, vous voyez, avec lutter à armes égales. Ouais. Alors, il y a Annie qui laisse son numéro, Anne, pardon, qui laisse son numéro pour vous en disant j'ai vécu la même chose en 97 et je m'en suis sortie. On vous donnera, et j'aimerais lui dire qu'on s'en sort. On vous laissera bien sûr son numéro et j'ai aussi envie de vous dire que toutes ces choses, toutes ces épreuves dans la vie qui nous arrivent et qu'on n'a pas choisies, si on les subit, c'est-à-dire que on est dans cette posture où on est contraint, on n'arrive à rien en faire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, même pas à les vivre vraiment, et on met beaucoup d'énergie dans la lutte à résister, à ne pas vouloir que quelque chose nous arrive quand ça nous arrive. Alors bien sûr, c'est un chemin, cette acceptation. Mais l'ouverture va vous donner des perspectives nouvelles en vous-même également. Ça ne veut pas dire c'est bien, vous voyez, c'est pas une histoire de c'est bien, c'est mal. Non. On n'est pas dans ce registre-là. Mais c'est de dire voilà, oui, il m'arrive quelque chose d'excessivement douloureux et difficile pour moi. C'est effectivement une épreuve. Et de cette épreuve, quelle place, quels sont les moyens dont je dispose, quelles sont mes ressources, en quoi je peux me faire confiance, quelles sont les parties de moi qui sont ces parties saines qui vont aider la partie malade. De la même façon que dans le psychisme, quand on est très malheureux et qu'on va mal, on a une partie saine qui fonctionne bien, et puis une partie qui a du mal, on va miser sur la partie saine. Et votre corps est pareil, c'est-à-dire que le reste du corps, il y a toutes ces parties saines sur lesquelles vous devez miser pour aider à soigner la partie malade. Et donc, vous concentrer sur tout ce qui va bien, peut vous faire du bien. Alors, ça peut passer aussi par, des massages, des séances de relaxation, de la méditation, voir un thérapeute. Voilà, tout ce qui peut vous... C'est important que vous soyez... Bon, il y a cet ami qui vous entoure, mais il y a aujourd'hui beaucoup d'accompagnants dans le domaine de la psy, du développement personnel. Oui, tout à fait. Voilà, des ouvrages aussi, des livres, tout ce qui peut vous parler, je sais pas, des films... Tout ce qui, partout où vous allez trouver de la ressource, il faut vous équiper là. Voilà. Imaginez que vous partez dans une terre lointaine, inconnue et difficile, une terre un peu hostile. Il faut vous équiper là, vraiment. C'est ce que j'ai essayé de faire. D'ailleurs, cet après-midi, la personne qui m'a parlé, c'était de la réflexologie plantaire. Très bien. Qui a travaillé beaucoup d'ailleurs pour drainer le foie, parce que les produits qu'on nous injecte sont loin d'être effectivement
soigne d'un côté et de l'autre, bon, il y a tous les effets secondaires qui sont costauds à vivre quand même. Mais c'est vrai que bon, bah ça, oui, j'ai continué. Je suis accompagnée par une psychologue de toute façon aussi pour essayer de passer tout ça. Oui, et là, vous voyez Véronique, c'est très important ce que vous êtes en train de confier là, parce que du coup, vous n'êtes pas du tout passive, vous êtes active dans la guérison. Tout ce qui concourt à être dans cette action de la guérison, hein, dans ce vouloir guérir, même si bien sûr tout dépend pas de vous. Mais c'est pas je peux guérir parce que je peux, j'en sais rien. Mais je veux, donc j'ai envie. Ouais. Et je vais mettre les moyens que je peux à mon niveau. Bien sûr qu'il y a des moments de désespoir, des moments de découragement. Et dans ces moments-là, ben voilà, là vous appelez la libre antenne, vous appelez une amie, vous voyez votre psy. Faut pas que vous restiez seul avec ça. Non. C'est pour ça que ce soir, c'est vrai que j'étais en pleine vous avez bien fait. En pleine réflexion sur tout ça. C'est après, c'est par moments la poitrine qui pèse une tonne et puis il faut reprendre sa respiration pour calmer. Et c'est vrai que... Mais par contre, oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, moi qui ai si peu confiance, j'ai appris à faire confiance aux chirurgiens, j'ai appris à faire confiance aux infirmières, à l'oncologue, qui a été vraiment quelqu'un... de génial. Voilà, c'est une femme et franchement, c'est vraiment quelqu'un de bien. Oui. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est capable de vous parler de toute autre chose que de votre maladie. Lorsque vous vous rencontrez une fois toutes les 3 semaines, on se voyait et on a abordé tout un tas de sujets finalement et ça c'est vraiment... Et quelqu'un quand même qui arrive à vous faire rire alors que vous savez pertinemment que vous allez passer le lendemain à la chimiothérapie, ça a été un bienfait extraordinaire. Oui, c'est quelqu'un un beau médecin. Oui, excellent médecin. Oui. Et tout ce qui va concourir, Véronique, à vous faire du bien, n'enlevez pas les petites joies de l'existence. Elles sont là, elles sont encore plus essentielles que jamais. Ouais, je ne sais pas si c'est la possibilité éventuellement d'un bon plat ou d'un week-end avec votre ami ou d'aller voir un paysage que vous aimez et que votre santé vous le permet. Tout ce qui, là, on est dans le moi d'abord, mais de façon le plus juste. Vous voyez, c'est pas moi d'abord perso, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi. Parce que là, vous devez être votre meilleur ami, plus que jamais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rarement été jusqu'à présent. Et je pense que ça, par contre, c'est quelque chose qui me fera changer vraiment ça, cette optique-là. Oui. Donc, oui. Oui, non, allez-y. Oui, donc c'est très émouvant, je trouve, votre témoignage, parce que en fait, vous avancez doucement mais sûrement dans cette conscience, comme vous dire optique. On change quand on change de regard sur les choses, sur la vie, là, sur vous-même, et que cette maladie vient là vous dire aime-toi du plus profond de toi-même. Oui, quelque part. Prends soin de toi. Moi, je vais t'apprendre, dit la maladie, à prendre soin de toi. C'est vrai que vous pourriez lui dire, écoute, t'aurais quand même pu choisir un autre moyen pour me le dire, parce que c'est un peu violent, quoi. Franchement, c'est pas cool, quoi. Voilà. J'aurais préféré que tu me le dises autrement, mais il faut croire que je l'entendais pas, donc t'as pris les grands moyens pour que je t'écoute. Bah, écoute, maintenant que t'as pris les grands moyens, on va faire avec, et puis je vais vraiment t'écouter, là. Et là, je crois que j'ai bien pris le message, effectivement. Là, j'ai bien pris pleinement conscience de beaucoup de choses. Il faut que je fasse avec tout ça. C'est vrai que c'est une drôle de période qui s'ouvre devant moi, parce que je sais que j'ai fini la chimiothérapie et qu'après, maintenant, on passe en vérification. J'adore le terme vérification, mais... Oui. C'est ce que je vous ai dit au début, c'est un flou pour l'instant. C'est vrai qu'il faut que je me réinstalle, il faut que je redémarre, il faut que je reparte sur de nouvelles bases et plus m'écouter. Effectivement, écouter ce que mon corps me disait des fois par moments, avec le mal au dos, avec des choses comme ça.
Et puis là, je pense que le message n'était pas forcément que je les ai pas écoutés et que là, ça s'est manifesté autrement. Oui. Et là, je crois que j'ai bien saisi le message. Oui, d'écouter aussi les besoins. Sans doute que vous êtes quelqu'un qui n'osait pas demander de peur d'importuner les autres et que vous êtes aussi quelqu'un qui est là pour les autres. En tout cas, ce que je comprends aussi dans le travail, c'est une façon aussi de vous dire à quel point vous comptez et que vous pouvez aussi compter sur les autres. Donc, vous êtes autorisé à demander. J'ai presque même envie de vous dire que la maladie vous autorise à demander. Elle est là pour ça. Elle est là pour vous apprendre à demander et à recevoir. Au lieu de donner, voilà. Parce que ce sont les deux qui sont importants. Bien sûr, une fois on sait donner, mais recevoir, c'est drôlement difficile aussi. Et demander aussi. Oui, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Oui. Et donc, il y a dans cette maladie quelque chose de cet ordre-là qui va vous amener à demander qu'on prenne soin de vous, demander qu'une amie vous accompagne à la chimio, appeler pour demander du réconfort, et puis accueillir ce qu'on vous donne. Voilà. Et ne rien devoir à personne. Vous ne devez rien, vous êtes juste vous. Oui. Il y a René qui dit cette épreuve va vous amener à vous aimer et aimer la vie. Elle est là pour ça. Oui. C'est ça, je pense qu'effectivement, c'est aimer la vie. J'ai voulu l'abandonner il y a pas mal d'années, cette vie, et c'est vrai que là, je suis en train de prendre conscience que... Qu'elle est précieuse. Elle est très, très précieuse. Elle est très, très précieuse. Oui, et qu'on peut en tirer de très, très bonnes choses. Ouais. Rien n'est parfait, il n'y a rien de parfait dans le monde, mais on vit des heures et des mois et des semaines très douloureuses en ce moment, je dirais, depuis quelques années, où je trouve que le monde est devenu de plus en plus brutal. Mais en même temps, je crois que cette maladie, effectivement, m'a servi à prendre conscience que j'y suis et j'ai envie d'y rester, quoi, finalement. Oui. Et qu'elle vous permet aussi de relativiser. Oui. Et de moins prendre les choses à cœur comme je les ai prises et de prendre de la distance par rapport à certaines choses. Et c'est vrai que, par contre, ce qui me fait peur, la suite, en fait, c'est est-ce que je serais capable de rencontrer quelqu'un? Est-ce que je serais capable de... Pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression que tout s'est fermé, là. J'ai l'impression que votre corps est abîmé. Oui, voilà. Que ça crée une rupture. Ça crée une rupture, voilà. Mon corps est abîmé, il y a ces cicatrices-là qui sont toutes récentes encore. Oui, je comprends. Alors peut-être que vous pourrez effectivement avoir des soins esthétiques, mais moi j'ai envie de vous dire que votre âme, votre être va tellement y gagner que votre corps en sera beau. Que ce qui compte, vous voyez, c'est justement, c'est que là vous allez au plus profond de vous. Et c'est bien en profondeur que ça se passe. Et donc, l'amour que vous rencontrerez vous ressemblera beaucoup plus qu'un amour de surface si c'est seulement votre corps ou votre aspect physique. Ce sera ce qui s'échange. Oui, parce que ça, c'est vrai que l'aspect physique est tellement... C'est important pour vous. Non, c'est important pour toute femme, ceci dit, je vous dis ça. Mais évidemment, oui. Évidemment. Mais des fois, quand on voit le regard, quand on voit... c'est... Oui, de toute façon, j'ai toujours été complexée, donc là, ça ne fait... Voilà, c'est intéressant, on retrouve toujours cet amour et en fait, peut-être que vous avez longtemps cherché l'amour à l'extérieur de vous et qu'en vous le donnant, vous allez pouvoir le faire rayonner autour de vous. Le jour où on sait se le donner, mais se le donner, encore une fois, c'est pas gonfler l'ego. Quand on sait se le donner en tant qu'être de lumière, être singulier, alors vous allez irradier, mais irradier plein de jolies lumières. Là, vous allez être magnifique. Vous verrez que tous ces complexes vont s'en aller. Parce que les complexes, c'est de dire je m'aime pas, si vous pouviez m'aimer à ma place, ça me rendrait bien service.
Oui, parce que j'y arrive pas trop, voyez-vous. Oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Ouais. Vous avez parfaitement résumé effectivement ce qui a été une longue partie de ma vie. Ouais. Si vous pouviez m'aimer, ça me ferait bien plaisir, quoi. Ça m'aiderait bien. Ouais. Et là, vous êtes au pied du mur. Ouais, complètement. Et cet amour que vous allez pouvoir vous donner, bien sûr dans des circonstances difficiles et douloureuses, hein, mais on a souvent les épreuves, voilà, qui viennent nous parler de nous, celles dont on a besoin presque. Bah, vous allez pouvoir vous le donner et du coup le recevoir. Il y a David qui laisse aussi son numéro pour voix. Tout revient, la nature est merveilleuse, dit David. On va rester sur cette belle phrase. D'accord. Merci Véronique. Bon courage, il vous en falloir et je vous embrasse fort. Merci beaucoup. Il est 1h, oui je me dépêche. Vous écoutez Europe 1, je vous laisse en compagnie de Christophe Ondelat raconte. On se retrouve demain soir 23h avec une surprise dans la libre antenne. Je vous en dis pas plus. À demain, bonne nuit.